on n'est plus dans des guerres où les marchands d'armes viennent avec leur petite valise, si tu veux, pour dire nous avons du missile, nous avons du ci, nous avons du ça, qu'est-ce que vous voulez? On est dans un système où ce sont les États qui vont considérer que l'exportation d'armes est un acte politique, éventuellement gratuit d'ailleurs, parce que quand tu veux sauver un pays, il faut. Mais sur le cas de l'Irak, le cas d'Irak est plus intéressant que peut-être celui d'Ukraine. Pourquoi? Bon, l'Irak c'était un très bon client pour nous. Respect à la mémoire de Saddam Hussein. Donc il avait à peu près tout acheté. Quand il y a la révolution iranienne, révolution populaire s'il en est, on ne peut pas discuter, 2 millions de personnes qui attendent Khomeini quand il débarque de l'avion d'Air France, tu sais qu'on craignait que, l'avion d'Air France, on lui a fait faire un immense détour pour pas qu'il survole l'Irak, parce qu'on s'est dit le jour où les Irakiens balancent un missile sur l'avion d'Air France, on sera vraiment dans la panade. Bref, toujours est-il que quand il arrive à Téhéran, 2 millions de personnes qui viennent l'attendre à l'aéroport, tu peux considérer que c'est une manifestation populaire. Bon. Et donc, après, Khomeini, c'est un mec qui avait quand même vécu en Irak pendant 20 ans, il était passé par Paris, on avait proposé gentiment d'ailleurs au Shah d'Iran de dire écoutez, s'il vous embête en Irak, nous on va le prendre chez nous, on va le mettre à Neuf-le-Château, on va le contrôler, etc., etc. Proposition de Poniatowski. Effectivement, il vient en France et on dit au Shah d'Iran, vous inquiétez pas, celui-là on le surveille, etc. Le personnage était beaucoup plus retors et beaucoup plus futé que ce qu'on imaginait. C'était un vieux monsieur, on se disait que lui, il était complètement dans la religion. Tu parles à Neuf-le-Château, les mecs défilaient, c'est-à-dire toute l'opposition iranienne va arriver en France pour rencontrer le futur leader. Et donc finalement, on va s'apercevoir que non seulement les manifestations ne s'arrêtent pas à Téhéran, mais que finalement, on a une espèce de cadeau pourri, c'est-à-dire qu'on a Khomeini. Bref, on va négocier le fait qu'il va retourner là-bas, donc processus avec l'avion d'Air France, que je vous racontais, et le Shah d'Iran se barre parce qu'il se rend compte qu'effectivement, il ne maîtrise plus la situation. Bon. Mais tu ne maîtrises pas une révolution, tu le sais bien, on l'a vécu nous avec la Révolution française, donc les étudiants révolutionnaires, ils vont attaquer l'ambassade des États-Unis. C'était le diable en plein cœur de Téhéran, les États-Unis. Et donc ils vont... Ils ont trouvé d'ailleurs du super matos. Alors attends, parce que l'histoire est assez ridicule, est assez rigolote. Donc ils envahissent les États-Unis, ils font prisonnier un certain nombre de diplomates, ils vont prendre des otages, je ne sais plus combien il y en avait, mais enfin... Donc ils violent la Convention de Vienne, qui garantit le statut des diplomates en poste à l'étranger. Mais en même temps, les diplomates, sentant que ça tournait mal, si tu veux, avaient commencé à déchiqueter tous les papiers compromettants qu'il y avait dans l'ambassade. Parce qu'il y avait des papiers compromettants, si tu veux, sur toutes les interventions et les ingérences qu'avaient fait les Américains dans la vie politique à l'époque du Shah. Bon. Et donc, ils vont récupérer tous les sacs poubelles avec tous les morceaux de papier déchiquetés, etc. Ils vont les confier à des tisseuses de tapis, tu vois, des filles, des petites mains, qui vont reconstituer les documents, certains des documents. Et ils vont publier ces documents, montrant que l'Amérique n'avait cessé d'intervenir dans la vie politique iranienne. Et donc, tu te dis, lequel des deux est en violation du droit international? Celui qui prend des diplomates en otage ou celui qui se mêle continuellement de la vie politique? Mais tu comprends bien que pour nous occidentaux, c'était évidemment la prise en otage des diplomates. Bon. Donc le camarade Saddam Hussein, qui sent une opportunité assez fantastique, parce qu'il avait perdu la guerre précédente à l'époque du Shah, fait le tour des capitales européennes pour leur dire, écoutez, moi je vais m'en charger de Saddam Hussein, simplement il faut que vous me garantissiez que vous me fournissiez des armes. Et effectivement, il va déclencher le conflit. Et c'est donc un des rares conflits dans lequel on va soutenir l'agresseur et on va mettre sous embargo l'agressé. Tu veux que je la recommence doucement ou c'est pas la peine? Donc c'est une guerre dans laquelle on va mettre sous embargo l'agressé. Et on va fournir toutes les armes possibles à Saddam Hussein, y compris des navigateurs sur des super-étendards qu'on va prendre dans les rangs de l'armée française parce que la guerre des pétroliers nécessite que, etc. C'est-à-dire que tu vois jusqu'où on a poussé. Encore une fois, quand tu poses ta question de la rationalité, il n'y a personne qui les conseille. Non, il y a une mécanique qui, au bout d'un certain temps, si tu veux, devient folle. Si tu cesses de financer et de fournir des armes à celui que tu soutiens et qui perd la guerre, tu perds tes armes et ton pognon. Donc tu vois, il y a un cercle vicieux. Il fallait toujours monter en grade dans la fourniture. Bon. Et pour les Iraniens, c'est un martyrologue. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont sous embargo. Ils sont obligés d'utiliser des jeunes qui vont passer sur les champs de mines parce qu'ils n'ont pas de détecteur de mines pour faire sauter les mines pour que les combattants passent. Donc quand tu vois dans un cimetière à Téhéran, c'est assez impressionnant les cimetières à Téhéran parce que tu as le cimetière des martyrs évidemment, mais surtout tu as des pierres tombales avec la photo du mec. Donc le mec te regarde d'où tu retombes. Tu comprends mieux, si tu veux, à ce moment-là, pourquoi les Iraniens, ils l'ont un peu en travers de la gorge. Parce que tous ces jeunes qui sont morts, c'est à cause de notre manière de gérer cette crise-là. Bon. Et donc on est sur quelque chose où tu te rends compte qu'effectivement, si tu ne comprends pas comment l'autre fonctionne, si tu ne te rends pas compte de tes propres responsabilités, ben, tu te restes toujours dans le camp du bien, c'est évident. Tu es toujours le mec qui a décidé, pour l'avenir de l'humanité, de faire une guerre. Bon. Donc voilà, c'est pour ça que ce complexe, évidemment, l'Iran fait partie de ces sujets, si tu veux, dans lesquels se délectent, si tu veux, ce complexe militaro-intellectuel. Épisode intéressant, par exemple, je ne sais plus quand c'était, Madame Badinter lance une pétition un jour pour essayer de sauver une jeune fille qui s'appelait Djihad Hilali, je crois, quelque chose comme ça, de 13 ans, qui devait être lapidée en Iran. Condamnation à la lapidation. Bon, elle avait été violée par son frère, mais enfin son frère avait reçu ses coups de fouet, le contingent prévu pour les coups de fouet quand il viole une fille. Mais elle, par contre, elle n'était pas en nature impure, c'était une femme. Donc elle allait être lapidée. Pétition qui circule à toute vitesse dans Saint-Germain-des-Prés. Je te retrouvais la liste des signataires parce qu'évidemment, tu as tout le gratin de Saint-Germain-des-Prés qui va s'élever contre cette condamnation scandaleuse. Le Quai d'Orsay, évidemment, est ému, donc il appelle l'ambassadeur sur place. Il y a même un membre de l'administration de l'Union européenne qui va à Téhéran
qui posent la question, les Iraniens disent non, il n'y a pas eu de condamnation à la lapidation. Mais enfin, la machine était lancée, donc la pétition continue à circuler, etc. Donc le Quai d'Orsay fait une première communiqué avec son porte-parole disant nous n'avons aucune information sur cette personne. On sait que l'information a circulé, mais. Donc comme la pétition continue à circuler, ils font une deuxième mission à Téhéran. Et Téhéran leur dit non, il n'y a pas eu de condamnation à la lapidation. Donc le Quai d'Orsay refait un deuxième point presse en disant non, il n'y a pas de condamnation, cette jeune fille n'a pas été condamnée à la lapidation, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, enfin bref. Mais en tout cas, ce n'est pas le scénario qui a donné lieu à la pétition. Après ça s'arrête. Personne ne publie le démenti du Quai d'Orsay, ni le démenti de l'ambassade d'Iran. Elle qui avait fait des grosses couvertures, le journal, elle qui avait fait des sujets là-dessus, on ne publie pas le truc. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire que tous ces gens-là, qui sont la gratin de la société française, se sont trompés, se sont laissés enfumer à ce point-là. Mais tu vois comme la cause est belle, une jeune fille de 13 ans qui va être lapidée, est-ce que tu résisterais à une pétition là-dessus? Tu vois? Donc si tu as un bon sujet d'ennemi comme ça, de méchant, tu peux faire passer ce que tu veux.